Qui ne connaît pas les amours? Des chiffres et des lettres, question pour un champion, money drop, qui veut gagner des millions? N'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi, mais aussi la France a un incroyable talent, le meilleur pâtissier, Koh-Lanta, Fort Boyard. De 7 à 77 ans, voire plus, les jeux télévisés sont des rendez-vous incontournables du petit écran pour toute la famille. Divertissants, instructifs, captivants, ils s'invitent dans nos foyers aux heures de grandes écoutes et font la joie des aficionados du buzzer, des intellos, des warriors, des stratèges. En un mot, ils ne laissent personne indifférent. Mais connaissez-vous leurs véritables histoires? Qui sont ces cerveaux enflammés, capables d'imaginer des scénarios rocambolesques qui sauront tenir en haleine des millions de téléspectateurs? Comment écrit-on un scénario de jeu? Comment le produit-on? Qui sont celles et ceux qui vont travailler d'arrache-pied pour que l'imagination d'un scénariste tout seul, dans sa chambre, devienne un succès planétaire? Vous n'avez pas la réponse? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous éclairer. Écoutez cette série de podcasts initiée par La Sage, la Société des auteurs de jeux, et plongez dans un univers mathématique, poétique et spectaculaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, moi, c'est de m'entourer avec les personnes que j'aime, avec qui je m'entends bien et en qui j'ai confiance. Les gens qui partent avec toi partent pour le pire et pour le meilleur. Et quand c'est dur, essaye donc à toi de trouver les bons mots, la bonne énergie pour faire en sorte que tout le monde suive avec envie. Nouvelle saison et nouvelle belle rencontre. Aujourd'hui, zoom sur 3 éminents réalisateurs qui ont façonné les jeux TV les plus emblématiques de la télévision française. The Voice, Koh-Lanta, MasterChef, entre autres, c'est eux. Chacun a su insuffler dans ses formats d'ici ou d'ailleurs une spécificité française. Parmi nos prestigieux invités, nous avons un Canadien devenu citoyen réalisateur français et un Français parti au Québec prêcher la bonne parole audiovisuelle française. Vous suivez? Le savoir-faire gaulois en matière de jeux TV se partage, se propage, bref, il fait des ravages dans le cœur des téléspectateurs du monde entier. Francis, Stéphane et Tristan ont accumulé des expériences incroyables. Leurs témoignages sont indispensables pour comprendre le récit d'un jeu TV, sa force, sa dramaturgie, son caractère unique. Vous aimez les jeux TV? Alors écoutez-les. Stéphane Méret, réalisateur récemment installé à Montréal pour explorer un nouveau terrain de jeu. J'ai été monteur pendant 12 ans à peu près et je suis passé à la réalisation, passant par la réalisation post-production et après petit à petit je suis passé à la réalisation de tournage. Et je fais de la réalisation de tournage depuis presque 20 ans maintenant. Tristan Carnet, passionné par le direct et toujours à la recherche d'émotions fortes. Au départ, je travaillais dans la photographie. C'était il y a quelques années, au moment où la photo devenait numérique et donc c'était un métier qui était assez bouché. Tout le monde voulait faire de la photo, mais il y avait très peu de place. Et au hasard de rencontres, je suis rentré comme stagiaire d'abord et très vite assistant à Canal+ à l'époque. Je suis devenu un des assistants réels des émissions en clair de Canal. Et puis j'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, dont certains réalisateurs qui sont parti aussi travailler sur d'autres chaînes et après j'ai travaillé comme assistant réalisateur pendant une bonne dizaine d'années jusqu'au jour où Dominique Farrugia qui s'occupait de la chaîne Comédie m'a appelé en me proposant de venir réaliser une émission qui s'appelait La Grosse Émission avec Cadet Olivier, qui était une émission en direct quotidienne sur la chaîne Comédie. Francis Côté, réalisateur depuis 25 ans, mais avant tout québécois et passionné de gastronomie. Je suis devenu réalisateur parce que j'ai pris un risque un jour, celui de m'exiler, de partir en France. Partir en France parce que j'étais fan de gastronomie et que je rêvais de monter un restaurant au Québec et je me disais, mais pour apprendre, évidemment, c'est là où on est les meilleurs, donc en France. Tout s'est pas passé comme prévu et je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie, j'ai 19-20 ans, à devoir gagner de l'argent parce que j'étais en France depuis un an et rien ne marchait. Et à ce moment-là, rappelez-vous, une émission québécoise qui cartonne en France, surprise, surprise, avec Marcel Béliveau. On parle de caméras cachées d'envergure, avec des gros budgets, avec des méga stars, et ça connaît un succès planétaire. J'héberge chez moi un Québécois, Guy Villeneuve,
très bon ami qui travaille pour Surprise Surprise. J'ai besoin de gagner des sous, j'ai du temps. Guy me dit, mais passe, j'ai besoin d'aide sur un tournage d'un gag colossal. Il me propose donc de venir en tant qu'assistant réalisateur. Je connais rien à la technique, je connais rien à l'organisation, rien au tournage. Et pourtant, je me retrouve du jour au lendemain responsable d'un des sets de tournage, sans même que Guy ne soit là pour me chapeauter. Un court brief le matin a suffi. Je me suis retrouvé dans la merde, j'ai fait que des conneries, mais on a quand même passé à travers cette journée incroyable. Le gag fonctionne, on est heureux, Guy est content, le réalisateur à l'époque me pourrit en me disant c'était la merde ce que t'as fait, mais c'est pas grave, j'avais passé une bonne journée et j'avais surtout gagné un peu d'argent. Quelques temps plus tard, l'opportunité se représente, j'y retourne donc une deuxième fois, en sachant où je mettais les pieds. J'ai déjà été un peu meilleur. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois. J'ai eu un enfant, puis un deuxième enfant, et cette vie d'assistant réalisateur prenait forme, me plaisait, mais pas au point d'envisager une carrière. Mon restaurant était toujours le projet numéro 1. Et un jour, j'ai eu l'occasion de travailler sur un super beau projet télé pour Disney Channel, au moment de la création de la chaîne. Un formidable homme qui s'appelle Patrice Blanc-Francard, ex-animateur des Enfants du Rock, était à la tête de cette émission. Et il avait choisi comme réalisateur un homme formidable qui s'appelle Laurent Villevieille. Laurent Villevieille avait entendu parler de moi. Il m'avait donc proposé de l'accompagner sur la mise en place de cette émission, qui était un direct quotidien de 2 heures. On s'adressait aux pré-ados, donc une cible compliquée. C'était une quotidienne, gros enjeu. Et un jour, Patrice Blanc-Francard me dit « Ce serait bien que tu sois réalisateur. » Je dis « Non, moi je vais être restaurateur. » « Non, mais j'aimerais-tu? Essaie. » J'étais investi dans la mise en scène, j'étais investi, j'avais plein d'initiatives, je sortais des codes parce que j'étais pas du métier, je me suis permis de faire des choses que certainement un assistant réalisateur ne fait pas. Peut-être aussi par ma culture québécoise. Et il m'a proposé 3 fois, et la 3e fois, j'ai dit « Ok, je vais le faire. » J'ai donc réalisé cette émission de 2 heures en direct, une journée, et à la fin, j'ai dit « C'est ce que je veux faire dans ma vie. » Mon ADN, c'était la cuisine, et pourtant, je suis devenu réalisateur grâce à des rencontres. 2 ou 3 personnes ont marqué ma carrière. Laurent Villevieille, un réalisateur. Patrice Blanc-Francard, un visionnaire qui m'a proposé de réaliser ma première émission qui s'appelait Zapping Zone sur Disney Channel. Et Renaud Levan-Kim qui m'a pris sous son bras et qui a été un papa pour moi. Sans eux, je ne serais pas réalisateur. La première émission d'envergure que j'ai réalisée, ça a été Nouvelle Star, où je suis arrivé comme réalisateur post-production pendant 1 an. Et l'année d'après, le producteur m'a proposé de faire les tournages, de réaliser les tournages des castings et du théâtre aussi, qui étaient l'étape avant les primes en direct. La réalisation post-production, c'était assez naturel pour moi d'arriver dessus, parce qu'en fait, c'est la façon de raconter les épisodes. C'est des émissions qui sont complètement montées en post-production. C'est là qu'on raconte un peu les histoires, qu'on trame un peu les différentes histoires et qu'on les alterne. Là, finalement, on fait intervenir un réalisateur qui prend un peu tous les rushs qui ont été tournés pendant tous les tournages, pendant toutes les villes, notamment des castings, etc. Et on raconte après, on crée l'histoire en montage beaucoup. C'est un travail qui se passe sur tous les rushs. Il y a beaucoup de rush. Il y a un scriptage qui est fait sur place au moment des tournages, où là on peut déjà sélectionner des bonnes séquences, les séquences qui sont très bonnes devant le jury, les séquences fortes, les personnages forts, et on sait que c'est déjà sur ces personnages-là qu'on va pouvoir se focuser un petit peu plus dans le montage. Après, c'est un travail de narration finalement. On alterne les émotions dans les émissions, et en fait c'est de varier, d'avoir du drôle, d'avoir de l'émotion avec des larmes peut-être, de l'enjeu, enfin plein de choses comme ça. Canal+, c'était très sympa parce que d'abord, c'était une des forces de cette chaîne, c'est qu'on était beaucoup de jeunes à débuter ensemble. Donc Dominique Farrugia, il avait ce truc de faire confiance comme ça à des gens, et donc il m'a fait confiance pour passer réalisateur. Mais j'avais effectivement déjà une connaissance des plateaux puisque j'avais travaillé beaucoup comme assistant réal. Donc l'assistant réalisateur, c'est sur un plateau, c'est l'assistant donc du réalisateur, mais qui est lui sur le plateau alors que le réalisateur est enfermé dans une régie. Il faut savoir que le réalisateur, pendant l'émission, il est dans une sorte de sous-marin qu'on appelle une régie vidéo. C'est soit un car régie, soit une régie vidéo en dur. Parfois, certains studios ont des régies à côté. Et donc, il ne voit le plateau qu'à travers les écrans. Et il a besoin d'un assistant qui ait ses yeux et à la fois ses bras aussi sur le plateau pendant que lui-même est enfermé dans cette régie. Donc, on apprend beaucoup quand on est assistant réalisateur à placer les caméras, à comprendre comment un réalisateur
place ses caméras sur un plateau pour pouvoir filmer une émission. J'ai fait beaucoup de jeux d'aventure. Fear Factor a été le premier. Interville, je ne considère pas ça comme jeu d'aventure, mais c'est un jeu extérieur. Koh-Lanta, depuis une vingtaine d'années. Fort Boyard, depuis 11 ans. Plus récemment, c'est une autre typologie, mais Les Traîtres, sur M6, qui connaissent un certain succès. Ça reste un jeu d'aventure. Pékin Express, que j'ai lancé les 4 premières années. Tous ces jeux d'aventure ont des spécificités et des enjeux et des problématiques différents. Je te donne un exemple. Koh-Lanta, que tout le monde connaît. Il y a 3 choses qui sont différentes avec Koh-Lanta par rapport à tout ce que j'ai fait. La première, c'est que quand tu dis go en J1, tu t'arrêtes au bout de 40 jours. Tu ne veux pas dire au candidat stop, on vous héberge un jour, on a une tempête. Ça tourne tout le temps en fait pour eux. Ça tourne quand ils sont sur le camp, ça tourne quand ils sont sur un jeu. On ne dit jamais à un candidat comment se comporter, où se placer. On ne refait jamais une séquence. Imaginons qu'il doit faire un geste qui a raté pour différentes techniques. On ne se permet pas de lui dire ben non, tu étais mal placé, est-ce que tu peux le refaire, j'ai pas entendu ta phrase, tu as bafouillé, des trucs qu'on pourrait se permettre sur un Fort Boyard sans problème ou sur un Pékin Express. Donc première chose, c'est quand on donne le top départ, 40 jours après on dit c'est coupé. La deuxième chose, et ça personne ne l'imagine, c'est que c'est la seule émission de télé au monde, et je parle de la façon française, parce que je suis pas sûr que les autres versions ce soit le cas, où les candidats n'ont pas de micro, ils ne sont pas équipés. Comment on raconte une histoire sans son? On a du son. Mais comment fait-on pour avoir du son? Sachant que Koh-Lanta, c'est sur une île. On est à l'étranger. On a envie de découvrir. On a envie de voir des plans très larges. S'il y a un plan large, comment fait-on pour rentrer une perche pour capter le son de quelqu'un? Donc c'est un savoir-faire et une pratique qui est vraiment propre à nous. Et comme vous l'avez compris, il y a donc des perchemans qui en permanence sont très proches des candidats. Parfois ils sont nombreux. Il y a 10-15 candidats. Comment fait-on pour faire le choix d'un son plutôt qu'un autre? Une discussion plutôt qu'une autre? Parfois il y a 2 perchemans, mais parfois pas. Comment sur une épreuve des candidats qui sont en train de courir à la queue leu-leu sur 30 mètres, on arrive à entendre ce que dit le premier, le troisième, le septième et le 10e? Comment fait-on pour avoir des plans serrés et des plans larges en même temps? Ça, c'est un savoir-faire à nous, mais c'est extrêmement compliqué. Et pour moi, réalisateur, c'est ma plus grande difficulté parce que souvent, les réalisateurs, c'est des gens d'image. Et on oublie un peu, malheureusement, la partie éditoriale ou la partie sonore, alors qu'elle est évidemment tout aussi importante, voire plus parfois. Et donc, j'ai dû apprendre ça et j'ai dû adapter ma captation en permanence pour avoir les deux sans être trop frustré. Au cœur du Pacifique, la nouvelle aventure Koh-Lanta a commencé. 3, 2, 1, go! Les tribus rouges et jaunes se découvrent. Entre filles, parfois, c'est jamais facile. Les gars, on va pas se mentir, quand tu fais ça, tu respectes pas la règle. Entre survie éprouvante Ce sera mieux demain. et compétition intense, le feu sacré va révéler ses secrets. Le talisman donnant le pouvoir sera remis en jeu à chaque jeu de confort. Koh-Lanta, le feu sacré, l'aventure continue. Et je pense que le dernier point sur Koh-Lanta, c'est qu'on a un rythme effréné en termes de jeu. Et j'ai tout appris dans le jeu à Koh-Lanta, et notamment de la part de Yann Legac, qui est le producteur des jeux, qui est aussi le père Fouras de Fort Boyard, et qui a été danseur étoile chez Maurice Béjart. Bref, un homme complet que j'apprécie beaucoup. Et Yann m'a pris par la main dès mon arrivée à 2005, et j'ai grandi auprès de lui, et j'ai compris à quel point c'était compliqué de faire un jeu, et qu'il n'y avait pas de petits jeux. L'enjeu fait le jeu. Ça peut être très simple, mais il y a toujours une mécanique, et il y a des grains de sable qui peuvent arriver à tout moment. Et ces jeux-là, dans Koh-Lanta, troisième difficulté par rapport aux autres, c'est que on en fait 30 en 40 jours. Un jeu de Koh-Lanta, c'est pas un jeu qu'on répète. Chaque jeu est nouveau, même si on l'appelle le jeu des flambeaux et qu'on le fait depuis 20 ans. La finalité n'est pas la même, le lieu n'est pas le même, les obstacles ne sont pas la même, la météo, le vent et les problématiques techniques liées à la mécanique ne sont pas les mêmes. C'est donc un pilote à chaque fois. On fait ce qu'on peut, on verra à la fin, et souvent c'est pourri. Ben, on n'a pas le droit, nous, parce que ça va être à l'antenne. Et le lendemain, on a un nouveau jeu encore, et un nouveau jeu, et dans des lieux différents. Donc le réalisateur doit être d'abord très bien entouré, et doit aller très très vite dans ses choix.
Sur un jeu, il y a une dizaine de caméras, voire davantage, avec des GoPro, des drones, et chaque caméraman a 2, 3, 4 positions. Donc ça fait des dizaines, voire une centaine d'axes à maîtriser sur papier. Il faut avoir une idée de comment tu vas raconter ton histoire, comment tu privilégies tel moment par rapport à un autre moment, avoir une notion de l'espace, les angles morts, être très clair dans tes briefs parce que la répétition elle est quand même minime. Et ça, c'est une vraie problématique. Et je ne crois pas, dans tous les jeux que j'ai cités, Fort Boyard et Pékin Express en font partie, avoir été autant dans cette exigence et cette difficulté. Nouvelle Star, ça a été ma première expérience de grande envergure, on va dire. J'ai enchaîné après avec X Factor, qui était aussi un format de talent show musical. Et quand Shine France a décidé de produire MasterChef pour TF1, c'était le projet le plus cher pour TF1 à l'époque. Et donc, ils voulaient faire vraiment les choses très bien. C'était un gros format qui était à la base anglais, mais qui a été reformaté complètement par les Australiens. Et en fait, c'est la version australienne qui a été adaptée dans le monde entier après. C'est un format donc de grosse envergure avec des épreuves en extérieur toutes les semaines, etc. Et c'est cette version-là qu'on a adaptée. Et pour l'adapter, on a fait un déplacement de quelques jours. On est parti 4-5 jours en Australie avec Thierry Lachkar, Damien Profi, qui étaient les responsables de Shine France à l'époque. Et on est parti là-bas pour voir la mise en place du décor, les configurations techniques, la lumière, tout en fait, tout ce que comportait le format, les produits dérivés, enfin tout ce qui peut se passer autour, la post-production. Donc justement, c'était pour bien assimiler l'ampleur du format, bien assimiler tout le cheminement de la chaîne de production en fait. Fort Boyard, la vraie différence avec les autres formats, c'est que c'est un plateau télé extrêmement performant qui a été mis en place au fil des années grâce au travail d'ALP, Pierre God qui en était le producteur pendant des années et AMP Visual qui ont fait un travail incroyable. Donc techniquement, c'est une machine de guerre, c'est un plateau. On a à peu près le même confort qu'à la Plaine Saint-Denis, mais on est en pleine mer, ce qui veut dire la météo. Et Dieu sait qu'au mois d'avril-mai, en France, au large de La Rochelle, il y a des crues de 7 mètres et il y a de l'eau. L'accès surtout, ce fort n'était pas accessible, il est devenu grâce à des outils qui se sont donnés, une espèce de plateforme pétrolière où un bateau dédié à ça arrive à accoster à peu près en tout temps une grue. Il y a un panier, tu sautes dans le panier, tu te fais surélever pour être sur cette plateforme, puis une passerelle mobile en fonction de la hauteur des vagues qui te permet de pénétrer dans le fort. Bref, ça c'est un truc incroyable. La deuxième chose, c'est la taille du fort. Il est tout petit en fait, c'est très exigu. Le fort en lui-même est exigu, mais les cellules, les pièces dans lesquelles on installe les épreuves font entre 15 et 25 mètres carrés, dans lesquelles tu as une épreuve, tu as des effets spéciaux, tu as de la lumière, tu as des angles morts parce qu'il y a 3 ou 4 caméramans, un assistant réalisateur, des gars qui sont là pour faire vivre la cellule avec de la fumée, faire monter une clé, faire bouger une cloison. On peut se retrouver à 7-8 personnes, en plus du ou des candidats et du personnage éventuel. Bref, un vrai exploit pour arriver à tout caser dans cette boîte à chaussures. Et un vrai exploit aussi parce que le fort, comme vous le savez, est ovale. On ne circule essentiellement par l'intérieur du fort, donc tout le monde est visible. Donc il faut arriver à tourner en même temps que certaines équipes se déplacent et prennent de l'avance sur la suite. MasterChef, c'est un jeu, et il y a donc 3 étapes toujours. Il y a une étape de brief, où on explique les règles de l'épreuve. Il y a l'épreuve, et après il y a le verdict de l'épreuve, où on annonce le résultat. Donc les configurations des caméras ne sont pas les mêmes à chaque fois. L'important, c'était de connaître les différentes configurations techniques selon les différentes étapes de l'épreuve. Donc de voir comment étaient placer les candidats, comment on plaçait les caméras à ce moment-là, comment les déplacements se faisaient entre les différentes séquences aussi, parce qu'il faut que ce soit optimisé au maximum, par où on passe les câbles, enfin c'est des choses un peu basiques, mais par où on passe les câbles, comment les candidats sont éclairés pour que ça puisse fonctionner dans tous les sens. Voilà, c'est différentes choses comme ça qu'on observe sur place surtout. Et après, il y avait toute la partie post-production, puisque sur la première saison, je me suis occupé de toute la post-production de MasterChef aussi. C'était de voir comment on faisait la passation des informations de ce qui se passait sur le plateau vers la post-production.
production. C'est une émission où le montage se passe en même temps que le tournage, donc on est obligé d'avoir des équipes séparées et il faut absolument que les informations du plateau puissent aller au montage directement et qu'on sache sur quelle histoire justement on va insister, quel personnage est important dans chaque épreuve, qu'est-ce qui s'est passé, enfin pour gagner du temps forcément, pour pas avoir besoin de tout dérocher non plus, quoi. Nos réalisateurs sont motivés, tenaces, créatifs. Ce sont de véritables chefs d'orchestre attentifs à l'interprétation des œuvres audiovisuelles pour lesquelles ils déploient tout leur talent. Pour parvenir à une telle maîtrise, il faut d'abord savoir faire preuve de sang-froid. Mais il est nécessaire également de développer certaines compétences. Lesquelles? Je ne sais pas. Ce sont eux les réalisateurs. On les écoute. Les compétences qu'il faut avoir pour être réalisateur de jeux télé sont exactement les mêmes que celles qu'il faut avoir pour être réalisateur tout court. C'est-à-dire, c'est écouter. Il n'y a pas, je pense, de bons réalisateurs s'il n'y a pas une bonne écoute. Il n'y a pas, en tout cas, de bonne réalisation s'il n'y a pas une bonne écoute. Parce que l'écoute, c'est la chose la plus importante sur une émission en général et sur un jeu en particulier, parce qu'évidemment, le rythme du changement de plan, le rythme de la réalisation d'une émission, elle est très liée à sa mécanique. Et effectivement, sur des jeux, il y a encore plus de mécanique que sur un plateau de talk, par exemple, où là, on va filmer des gens qui discutent entre eux. La mécanique, elle va être moins claire. Il va peut-être y avoir une mécanique éditoriale de questions de la part d'un intervieweur, mais sur une mécanique de jeu, il y a un rythme qui est impliqué un peu par le rythme des questions, le rythme des manches, etc. Et donc, ça passe par l'écoute, et c'est l'écoute, le rythme des questions qui sont posées, l'hésitation d'une réponse d'un candidat, ou au contraire sa vitesse à répondre, sa manière qu'il a de répondre très rapidement parce qu'il connaît sa réponse, qui va donner aussi la possibilité au réalisateur d'envoyer au bon moment les jingles, les questions à l'image, les réponses, de passer d'un buzzer vert à un buzzer rouge si la réponse est bonne ou mauvaise, etc. Dans le film La vieille qui marchait dans la mer, quel acteur joue le vieux diplomate Pompilius, complice des arnaques de Jeanne Moreau? Vous m'avez dit Jean-Pierre Mariel. Non, c'est Michel Serrault. Le film de Laurent Heinemann est adapté du roman de Frédéric Dard. 15 points. Égalité pour le moment. Quel réalisateur américain dirigeait Jeanne Moreau dans le film Le Procès et Falstaff, sorti dans les années 1960? Vous m'avez dit en cash Orson Welles. 7 Orson Welles. Le Procès d'après Kafka est sorti en 1962 et Falstaff d'après Shakespeare en 1965. Vous avez 20 points, notre champion en a 15. Quel conte libertin du XVIIIe siècle Louis Malle a-t-il librement adapté dans le film Les Amants avec Jeanne Moreau? Vous m'avez dit Point de lendemain, et c'est la bonne réponse. 21 points pour Arnaud. À sa sortie en 1958, le film a provoqué un scandale. Une mécanique de jeu, alors ça dépend évidemment du jeu, mais globalement c'est un jeu avec des candidats qui vont répondre à une série de questions avec plusieurs manches généralement. Après il y a effectivement par rapport au jeu lui-même des critères bien spécifiques, hein. Est-ce qu'il y a l'utilisation d'une boule, d'un tableau, de quelque chose? Ça dépend effectivement des jeux, mais c'est de mettre en musique un peu cette mécanique-là qui est très précise, très huilée, qui souvent est faite de questions-réponses, et donc il faut filmer soit l'animateur, soit afficher des questions à l'écran pour que le téléspectateur qui est chez lui joue en même temps que le candidat qui est en plateau. Voilà, donc c'est un peu mettre en lumière et mettre en musique un peu et en image toute cette mécanique-là. Je pense qu'il faut connaître le montage. Je pense que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment été utile de venir de là et de le suivre aussi après. Parce que le montage, c'est là que quand même tout se raconte. C'est-à-dire que là, c'est des émissions qui sont tournées avec des caméras divergées, comme on appelle. Donc, chaque caméra est enregistrée séparément et tout se fait en montage derrière. L'alternance des plans, etc. Donc, c'est important d'avoir des plans qui vont bien commuter les uns avec les autres. Quand il se passe quelque chose, d'avoir une caméra qui le filme. C'est pour ça que je disais en introduction que je dois être médium et essayer de prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est principalement ça l'intérêt, c'est d'essayer d'avoir des yeux partout, sachant qu'on n'a pas une caméra par personne. Donc c'est de prévoir des configurations qui vont être modulables et qui vont pouvoir s'adapter à tout ce qui peut se passer, quoi. Pour être un bon réalisateur de jeux d'aventure, je pense que la première compétence, c'est de savoir fédérer une équipe.
Parce que qui dit aventure dit souvent voyage et durée. Quand tu pars 3 jours, c'est pas la même chose que de partir 1 mois ou 2 mois. Les gens qui partent avec toi partent pour le pire et pour le meilleur. Et quand c'est dur, tu es la locomotive de tête, le baromètre, et c'est donc à toi de trouver les bons mots ou la bonne énergie pour faire en sorte que tout le monde suive avec envie. Donc je pense qu'il faut être un bon père de famille et être fédérateur. Le deuxième point, il faut être joueur, il faut aimer le risque, il faut aimer voyager, il faut aimer travailler dans l'urgence, il faut avoir beaucoup d'instinct et d'anticipation. Quand tu fais un jeu d'aventure, c'est jamais aussi calé que quand tu tournes sur un plateau. Par exemple, Vendredi tout est permis, que j'ai réalisé récemment, c'est du jeu divertissement et pourtant c'est pas si carré parce qu'Arthur se permet de réinventer tout en permanence et c'est génial, mais c'est quand même bordé. Quand tu es sur un jeu d'aventure, beaucoup de changements s'opèrent au dernier moment. Faute de temps, problèmes météorologiques, un lieu qu'on devait avoir qu'on n'a plus. Plein de paramètres entrent en ligne de compte. Donc, tu es toujours en train de te réinventer. Donc, il faut être serein et aimer ce challenge-là parce qu'il est réel. Certains ont besoin d'être préparés et de bouger le moins possible de leur vision. Ceux-là sont pas faits pour faire du jeu d'aventure. Une boîte à outils de réalisateur, des caméras bien placées, ça c'est important parce que alors sur les jeux, encore une fois, il y a tellement de jeux différents que ça dépend. Koh-Lanta, c'est des caméras qui suivent les candidats dans les décors naturels. Quand on fait Tout le monde veut prendre sa place, que je faisais avec Nagui pendant des années, les candidats sont derrière des pupitres. Donc là, les caméras sont plutôt à des emplacements bien précis pour avoir un joli fond sur les candidats, etc. Mais donc, c'est dans la boîte à outils, il y a le placement des caméras, il y a une bonne script, parce qu'il y a les réalisateurs, en fait, on l'oublie souvent, mais ils sont entourés et très entourés en régie. On a sur notre gauche une script qui est une personne qui nous dicte un petit peu tout ce qui va se passer dans le déroulement de l'émission et avec un petit temps d'avance. Ça permet à toute la technique, généralement toute la technique entend cette script raconter ce qui va se passer. Attention, entrée d'un candidat, attention pour les applaudissements sur telle manche, attention jingle de la manche 2 à venir, etc. Donc elle prévoit toujours avec un petit temps d'avance ce qui va se passer, ce qui permet au réalisateur d'anticiper un placement ou un déplacement de caméra, ce qui permet au réalisateur d'anticiper des tops qu'il doit donner à la régie son, à la régie lumière pour que justement tout soit synchronisé. Donc là, c'est terrible de dire qu'une script est dans la boîte à outils d'un réalisateur parce que c'est une personne très importante, mais c'est quelqu'un qui doit absolument être, on va pas appeler ça une boîte à outils, mais dans l'environnement d'un réalisateur au moment où il réalise un jeu. Je dirais que l'élément clé, c'est de se faire une bonne équipe, de bien manager les équipes. Ça, c'est parce que c'est des grosses équipes sur des émissions comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, moi, c'est de m'entourer avec les personnes que j'aime, avec qui je m'entends bien et en qui j'ai confiance. Je suis quelqu'un qui aime toutes les étapes de la production, c'est-à-dire que j'aime autant la lumière que le décor, que le casting, tout ça m'intéresse, donc je m'implique dans à peu près toutes ces étapes-là. Dès que je peux, j'aime pouvoir donner mon avis sur un décor, sur une couleur de décor, sur un emplacement de lumière. Enfin, tout ça m'intéresse. Donc, je me cantonne pas seulement à dire je vais capter avec les caméras et c'est tout. J'aime investir le plus tôt possible dans un projet pour pouvoir participer à tout ça, justement. Le réalisateur, je pense que c'est quelqu'un qui doit savoir absolument bien s'entourer. Donc des bons cadreurs qui eux aussi écoutent, qui savent évidemment filmer, mais aussi anticiper des déplacements de caméra sur un plateau, sans faire de bruit par exemple, etc. Cette script dont je viens de vous parler, qui elle annonce avec un petit temps d'avance, mais très court, de quelques secondes souvent, ce qui va se passer. Donc, ce qui permet à toute l'équipe technique de bien entendre justement ce qu'on appelle le conducteur de l'émission, la conduite, comment elle se déroule. Et après, il y a une autre personne aussi qui est très importante en régie pour les jeux, c'est le truquiste. Le truquiste, c'est celui qui amène à l'image par-dessus l'image que moi je filme du candidat. C'est lui qui amène la question, ce qu'on appelle en synthé, c'est-à-dire en écriture, ce qui permet au téléspectateur chez lui d'avoir la question écrite sous ses yeux et en plus d'entendre l'animateur la poser, de pouvoir la lire.
et de pouvoir, par exemple, quand c'est un QCM qui s'affiche, d'avoir les différentes possibilités de réponse qui s'affichent aussi. Donc lui, c'est pareil, le truquiste, on appelle ça aux ordres du réalisateur, il affiche ou enlève au moment où le réalisateur lui demande, mais il est aussi très dans l'écoute, parce que voilà, parfois il sait exactement à quel moment il faut glisser la question pour qu'elle apparaisse au bon moment. J'aime avoir des cadreurs que je connais, en qui je peux avoir confiance, parce que justement, comme on ne peut pas avoir des yeux partout, eux ils sont un peu nos yeux sur le plateau, donc il faut qu'ils puissent réagir vite en fonction de ce qui se passe aussi. Donc ça c'est important d'avoir des cadreurs en qui on peut avoir confiance complètement, une confiance aveugle, dans le sens où on ne voit pas, c'est eux qui voient à notre place. Et globalement, c'est un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un bon rédac chef qui va pouvoir nous transmettre aussi les infos, nous dire tel candidat est pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il faut que tu l'aies à l'œil. Donc c'est aussi un bon dialogue entre l'éditorial et l'image, c'est important. C'est quelque chose que j'aime. Ouais. Mais encore une fois, c'est le travail d'équipe qui me plaît, quoi. Quand tu pars sur un jeu d'aventure, tu as besoin d'être super bien entouré. Donc la première chose, c'est de partir avec la meilleure équipe qui soit. Celle qui te correspond au programme, qui te sera fidèle jusqu'au bout et que tu aimes profondément. Au fil des années, l'équipe qui m'accompagne, la plupart sont devenus amis. On se connaît parfaitement. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une formidable équipe qui te fait confiance, sur laquelle tu peux compter. Un jour, il y a un caméraman me dit « À chaque fois que je travaille avec toi, je suis meilleur. » J'essaie de réfléchir à ça et j'ai compris que ça émanait de notre relation. Je devais lui inspirer confiance, idem de son côté, donc il y avait un partage et on repoussait le curseur à chaque fois. Et je pense que c'est ça qu'un réalisateur de jeux d'aventure doit avoir. Avoir des gens qui se sentent meilleurs et que toi, ça te donne des ailes. Donc il faut une équipe exceptionnelle. Après, les outils sont sensiblement les mêmes, mais évidemment, la capacité à faire un découpage excessivement rapide en imaginant tous ces axes en fonction de la séquence à tourner dans un décor naturel que tu ne maîtrises pas, c'est un vrai exercice que tu dois maîtriser parfaitement. Alors que quand tu fais du jeu de plateau, cette question-là, tu te la poses une fois et après tu la répètes indéfiniment. Mais là, tu es amené à prendre ce genre de décision au quotidien, parfois même plusieurs fois par jour. Faire naître une œuvre télévisuelle est avant tout une affaire d'équipe. Et vous l'avez compris, le réalisateur est le chef de cette équipe. Il met en scène, il détermine les cadres, il est attentif au son, à la lumière, au décor, aux candidats. Néanmoins, il n'est jamais seul pour orchestrer tout ça. En vrai chef de famille, il s'entoure de professionnels qu'il aime et en qui il a une confiance aveugle. Il les convie à chacune de ses aventures audiovisuelles pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Je n'ai pas envie de m'arrêter là. On y retourne ? En fait, chaque émission a une typologie bien à elle, et donc ça dépend vraiment du format de l'émission. On ne peut pas filmer, je sais pas, Qui veut gagner des millions de la même façon qu'on va filmer Tout le monde veut prendre sa place, ou de la même façon qu'on va filmer un grand quiz avec énormément de candidats. C'est vraiment très particulier, mais en fait, on aborde là plutôt la question de la réalisation en général dans l'émission, et en particulier dans les jeux. Mais nous, quand on arrive sur un projet, on nous explique... Alors, si le projet existe déjà, on regarde ce qui a été fait, par exemple, dans les pays étrangers, quand c'est des formats qui arrivent de pays étrangers. Mais si c'est une création originale, à ce moment-là, on parle avec un décorateur, on se pose plein de questions. Est-ce que le plateau est en public, sans public? Est-ce que les personnes sont debout? Est-ce qu'elles sont assises? Est-ce que l'animateur a besoin d'être près des candidats ou plutôt un peu éloigné? Est-ce qu'il y a un écran géant? Est-ce que les candidats, quand ils jouent sur le plateau, ils doivent pouvoir voir un écran géant ou au contraire regarder l'animateur non-stop? Donc toutes ces questions, c'est des questions qui se posent. Ensuite, on crée un décor. Une fois que le décor a été créé avec un univers un peu visuel, on place les caméras. Et une fois qu'on a placé les caméras, on fait des répétitions et on trouve un peu la musique, c'est-à-dire le rythme qu'on va donner avec des nappes sonores, avec des tas d'ingrédients comme ça. C'est un peu comme un plat, comme un chef cuisinier cuisinerait gérerait sa cuisine d'un grand restaurant. C'est la même chose. C'est d'abord beaucoup de techniques, beaucoup de techniciens. Le réalisateur, il est un peu le chef d'orchestre de cette technique-là. Il travaille un peu au service du programme pour un diffuseur. Est-ce que l'émission, le jeu par exemple, va être diffusé en soirée? Est-ce qu'il va être diffusé en journée? On n'éclaire pas de la même façon.
Si c'est un jeu qui va se passer en prime, on va avoir besoin de mettre peut-être un peu plus de lumière, le rendre plus shiny floor, ce qu'on appelle shiny floor, c'est-à-dire un peu plus brillant à l'antenne pour que le soir en prime time on ait plus envie, peut-être le téléspectateur ait plus envie de rester. À l'inverse, si le jeu est diffusé le matin ou le midi, on va l'éclairer encore un peu différemment, on va essayer de trouver une lumière qui soit un peu une lumière de jour, dite de jour, parce qu'on veut pas faire un décor trop sombre. Si la personne chez elle regarde le jeu, je sais pas, à 14h en plein mois de juin, on n'a pas envie de faire un décor un peu sombre. À l'inverse, si c'est un jeu d'access, ce qu'on appelle le jeu du soir, on va essayer d'imaginer un jeu qui puisse se regarder aussi bien en jour qu'en nuit, puisque ce même jeu va être diffusé la nuit quand les journées seront courtes en hiver, et quand les journées vont se rallonger, elles vont être diffusées, ces émissions-là, en plein jour finalement. C'est un peu toute cette organisation-là autour du jeu qui fait que voilà, ça dépend vraiment du jeu en question. Il y a beaucoup de similitudes entre chef en cuisine et chef dans un car régie, on va dire, parce que effectivement, il y a le fait de driver une équipe, de garder une équipe motivée pour réussir à la fin à avoir un produit le mieux possible, quoi. On est confronté en permanence à des aléas, il faut réagir vite et dans le calme, parce que le stress mène à rien, surtout avec beaucoup de monde sur un plateau. À la fin de la première saison de MasterChef, l'équipe un peu m'a dédicacé un tablier, ils m'ont tous écrit des petits mots, et c'est souvent ce qui est ressorti. J'ai Carole Rousseau qui avait marqué « C'est énervant un gars aussi calme que toi », Fred Anton qui a été le chef 3 étoiles qu'on connaît, il me le dit presque à chaque fois qu'on se voit, c'est comment tu peux rester aussi calme dans des situations comme ça. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Généralement, un format étranger qui arrive en France, c'est déjà un format qui a été éprouvé à l'étranger comme étant un format qui fonctionne. Donc, généralement, on a assez peu de marge de manœuvre, on va dire. Ça dépend. Alors, ça dépend du programme, mais globalement, ça veut dire que le format marche à l'étranger et donc on fait ce qu'on appelle plutôt un copier-coller en France. C'est le cas de jeux comme Qui veut gagner des millions et plein d'autres jeux qui sont arrivés en France qui étaient des formats étrangers, ou c'est le cas par exemple de Fort Boyard, quand ils tournent Fort Boyard pour des formules étrangères, pour des pays étrangers. Je pense qu'ils tournent exactement de la même façon qu'on tourne le Fort Boyard français. Ils utilisent le décor, la même mécanique, les mêmes équipes d'ailleurs souvent. Et puis l'émission est juste tournée soit en espagnol, soit en italien, soit en allemand, selon le pays chez qui ça va. Quand c'est une création, je pense que là c'est pareil. Au moment où on arrive, au moment du tournage, c'est que le jeu a déjà été bien rodé d'un point de vue mécanique. Il faut savoir qu'avant qu'on se retrouve sur un plateau c'est cher. Et donc, avant que des frais soient engagés pour tourner ce qu'on appelle un pilote, un numéro 0, il y a souvent eu des mécaniques de fête à vide, comme ça, dans un salon, avec des candidats, des pupitres en carton, filmés parfois avec les iPhones. Mais ça permet aussi, là, de pouvoir éprouver un peu la mécanique avant de fabriquer un décor, de louer des caméras, de la lumière, bloquer toute une équipe technique pour faire le pilote. Mais effectivement, les jours des pilotes, souvent, on réaménage certaines choses. On peut se rendre compte que... alors, c'est aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, on peut se dire, bah tiens, cette manche-là, finalement, elle est effectivement trop longue. Comment on peut faire pour la raccourcir? Est-ce qu'on passe de 15 questions à 10 questions? Ça peut être des questions comme ça qui se posent. Ou à l'inverse... visuellement ou sur la façon de modifier un peu le décor, on peut se dire bah là finalement le candidat il est pas si bien installé que ça, on se rend compte qu'il tourne beaucoup la tête à droite pour regarder un écran, est-ce qu'on finalement cet écran on le ramènerait pas plus dans l'axe de l'animateur pour qu'il ait moins à tourner la tête. C'est des petites choses comme ça qui se passent, mais généralement on arrive au moment du pilote, tout ça normalement si c'est bien produit, ça a été déjà éprouvé, travaillé, testé sans les caméras et sans avoir à engager les frais d'un décor. Sur Koh-Lanta, 6 mois avant le tournage d'une émission, je me retrouve en préparation avec l'équipe de production des jeux, chapeautée par Yann Le Gac, qui me propose des mécaniques de jeu et des principes. On les partage ensemble et c'est hyper important parce qu'à ce moment-là, tu dois te transposer avec toutes les contraintes que je connais sur le lieu du tournage, et si tu valides en disant oui, ça je sais le filmer et la mécanique que tu proposes fonctionne avec les moyens qui me sont donnés, ben, tu feras plus marche arrière. Eux considèrent que c'est validé, ils sont contents, il y a eu un échange
technique, artistique, 1000 tampons est dessus. Et donc, le jeu est prêt à être présenté éventuellement en interne chez LP et ensuite à TF1. Donc, cette phase de préparation, elle dure quelques jours et elle est super intéressante. Il y a le chef constructeur qui est là, on se challenge, il y a une phase assez créative et le réalisateur a son mot à dire, même si l'essentiel a été imaginé. Une fois que cette phase à Paris est terminée, on se retrouve sur place, en repérage, pour se confronter au terrain. À quel endroit tel jeu peut éventuellement être installé, avec des contraintes de marée, des contraintes de bruit, des contraintes d'isolement, des contraintes de distance, des contraintes de géologie. Sauf qu'il n'y a pas un jeu à placer, il y en a 30. On n'a pas 30 lieux, on se doute bien. Donc c'est une discussion intéressante et d'autant plus intéressante parce que la théorie ne fonctionne pas vraiment. Et donc le jeu que tu as imaginé dans ce bureau, tu dois le transformer autrement en t'inspirant du contexte. Tiens, on a une falaise, et si on faisait ça plutôt que ça? Tiens, c'est plus petit que prévu, et si on changeait ça? Tiens, il y a 2 candidats de plus parce que... comment on fait? Une fois que le repérage est terminé, on revient à Paris, on se retrouve à nouveau et on affine notre réflexion. Le constructeur, lui, qui était sur place au repérage, a commencé à lancer la fabrication de certaines choses. On s'est même permis de marquer précisément l'emplacement de chaque obstacle des premières épreuves. On revient un mois après, ça a commencé à prendre forme, et là on rentre vraiment dans le vif du sujet, épreuve par épreuve, avec les constructeurs, avec le producteur, avec les producteurs de jeux, avec l'assistant réalisateur, avec certains techniciens, le régisseur. Donc c'est toute une équipe qui va graviter autour d'une épreuve pendant un certain temps. Entre le moment où j'ai repéré et implanté une épreuve et le moment où je vais la tourner, je crois qu'il y aura eu entre 5 et 7 allers-retours de ma part pour suivre la construction, modifier certains détails, pour, avec l'assistant réalisateur et le régisseur, imaginer la logistique autour de cette épreuve, l'angle mort, les régis sont où, les candidats arrivent par où, on est planqué comment à tel moment, pour commencer à avoir des répètes ou des bouts de répètes, pour imaginer comment je vais filmer les choses, petit à petit jusqu'à une répète générale, puis le jour J avec l'animateur, etc. Donc il y a plusieurs allers-retours. Donc on parle de 30 épreuves, fois 7 ou 8 visites, donc c'est très intense. Sachant qu'au-delà de ça, on a des conseils à tourner, des plateaux avec l'animateur, les ambassadeurs, un naufrage, bref. C'est un tournage qui est très intense, mais on a des moyens exceptionnels et on est super bien entouré parce qu'on est là depuis 25 ans pour la plupart. Et ça, c'est rare. J'ai pas vraiment de préférence entre la création et l'adaptation de format. J'aime bien les deux exercices. Je trouve que l'exercice de l'adaptation du format, c'est justement en respectant le cahier des charges, essayer d'amener des petites touches de nouveauté et puis de s'adapter aux contraintes qu'on peut avoir dans le pays ou pour le diffuseur pour lequel on travaille. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis c'est souvent, sur les formats, on a souvent l'opportunité de créer des choses vraiment d'envergure. On a souvent un peu plus de budget que sur des créations. Et sur les créations originales, je trouve que l'intérêt, c'est la création, justement, c'est de pouvoir travailler tôt sur le projet, de pouvoir s'investir tôt sur quelles épreuves on va faire, sur comment on va faire la narration pour qu'il y ait des variations d'émotions. On parlait de ça pour Nouvelle Star, mais ça marche aussi en cuisine, ça marche à toutes ces émissions-là. Et de travailler dès le début à imaginer comment vont se raconter ces émissions-là en montage, justement, et puis de se dire, ok, est-ce qu'on va pouvoir tourner là? Mais alors, on n'aura pas le budget pour tourner sur un gros plateau tout le temps, donc où on va tourner? Ça a été le cas par exemple sur qui sera le prochain Grand Pâtissier, où on n'a pas créé un plateau pour l'émission, comme on avait fait pour MasterChef. Donc on a dû trouver des laboratoires de cuisine qui sont quand même assez esthétiques, dans lesquels on peut tourner, qu'on a un peu adapté aussi. Trouver des petits éléments de décor qu'on pouvait amener pour identifier à chaque fois l'émission. Faire des épreuves en extérieur tout le temps. Donc ça, c'était beaucoup de repérage, beaucoup de visites. Enfin, moi, je trouvais ça super parce qu'on n'arrivait jamais dans des cuisines idéales pour filmer. Donc, la plupart du temps, dans les cuisines des restaurants, les gens cuisinent face à un mur. Et sauf que quand ils cuisinent face à un mur, on ne peut pas les filmer de face quand ils cuisinent. Donc, tout ça, ça fait partie des paramètres qui nous aidaient à trouver des endroits pour filmer. Sur The Voice, par exemple, l'émission que je réalise depuis la première saison, c'était un format qui existait déjà à l'étranger, et avec Mathieu Grelier à l'époque qui en était le producteur, on avait regardé un peu toutes les versions différentes. On était même d'ailleurs allé dans certains pays pour voir le tournage des émissions, voir comment
il mettait ça en boîte et on a fait quelques adaptations. Lui, d'un point de vue contenu et forme d'ailleurs, il a fait des adaptations qui du coup ont été reprises dans beaucoup de pays dans le monde, voire dans tous les pays du monde entier qui diffusent The Voice, qui sont des adaptations que lui avait apportées. Et puis moi, par exemple, sur le plateau, avec lui évidemment, et avec toutes les équipes à l'époque, on avait fait des petites adaptations à la marge. Par exemple, dans tous les pays, l'orchestre était dans le fond de gros plan du chanteur, sur les émissions en direct. Et nous, quand on a fabriqué notre plateau en France, on avait mis l'orchestre sur le côté, parce qu'on avait privilégié le fait que le chanteur soit sur un joli fond d'écran pour pouvoir justement faire des changements d'univers différents. Et ça a été pareil, repris dans pas mal d'autres pays. J'aime beaucoup des formats qui existent, et à l'inverse, des formats qui n'existent pas, ça c'est vraiment génial, parce que c'est la grande page blanche, il y a un côté, on teste quelque chose, c'est assez excitant quand ça fonctionne, parfois un peu décevant quand des choses ne fonctionnent pas, mais il faut trouver des solutions, ça pose des questions, il y a beaucoup plus d'interrogations quand on crée un format original que quand on reprend un format d'un pays étranger. Il y a deux types de projets qui te sont présentés quand tu es réalisateur. C'est l'adaptation du format étranger, ce qui est le cas en général en France, parce qu'on adore acheter des formats étrangers, on a peur de créer. Et il y a la création originale. C'est deux démarches complètement différentes. Évidemment, la création est plus compliquée, plus risquée, mais ô combien plus excitante. Partir d'une feuille blanche, ça fait peur. Mais quand tu y arrives, tu es extrêmement fier en général et tu as beaucoup plus appris. La plupart du temps, je travaille sur des formats étrangers. La seule création récente, en tout cas, auquel j'ai participé, c'est un de mes meilleurs souvenirs en télé, les fameux Zombies d'Arthur, District Z, sur TF1, qui a connu un certain succès la première année et malheureusement, pour diverses raisons, pas du tout de succès la seconde. Mais néanmoins, l'exploit est énorme. Arthur, c'est un génie, un mec qui en a sous pied et qui nous a fait vivre un moment exceptionnel. Il a su s'entourer des meilleurs et nous donner des outils qu'on n'a plus aujourd'hui en télé. Donc ça a été pour moi en réalisation extraordinaire parce qu'il y avait une infinie de décisions artistiques à prendre à chaque instant, de la feuille blanche ou presque jusqu'à la livraison. Donc ça c'était super. La création restera ce qu'il y a de mieux. La réalité, c'est que des créations, j'en ai peut-être fait 15 dans ma vie et il y en a très peu qui ont marché. Le réalisateur, en général, sur des créations, il intervient assez tard. Donc souvent trop tard, moi je trouve. Moi j'aime dire aux producteurs que j'aime intervenir le plus tôt possible parce que ça évite des erreurs de choix techniques, de configuration d'équipe, de choses comme ça. Donc moi j'aime intervenir le plus tôt possible sur la création, sur l'écriture d'un format parce que je trouve que la réalisation est hyper importante sur le choix des décors, sur des choses comme ça. Je trouve que c'est bien d'intervenir le plus tôt possible. Par exemple, sur qui sera le prochain grand pâtissier, on a vraiment travaillé avec le producteur sur les différentes épreuves qu'on pouvait faire, sur les endroits où on pouvait filmer, puisqu'on n'avait pas de plateau. Ça a vraiment été un travail en amont sur la création. Voici la première création qui se nomme Douceur sanguine. Et le premier dessert à passer à la dégustation, c'est celui de Gaël. C'est un gâteau élégant, une forme sympa qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc je trouve que c'est intéressant. La finition est raffinée et j'ai hâte de le goûter. Ça a l'air de bien se couper. Moi, je suis complètement séduit par le goût. On sent bien le miel. J'ai l'impression que je croque un nougat. Bon, ça, j'applaudis, c'est super. J'aime beaucoup ce côté acidulé de l'orange. Alors, il y a un vrai bémol, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, assez de croustillant, pas assez de mâche. L'adaptation de format est beaucoup plus facile parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche. On critique très facilement. Ah, c'est nul ce qu'ils ont fait. Ah, ça j'aime. Ah, ça, c'est trop facile. On a la possibilité d'abord de critiquer ce qui est agréable et ensuite de s'approprier ce qui marche et de le réinventer. Et les diffuseurs français, depuis toujours, ont besoin qu'on adapte les formats parce qu'en général, ils sont beaucoup plus courts. Les formats étrangers font entre 45 minutes et 60 minutes. Le format français, si on par exemple le Top Chef, qui est une magnifique adaptation, Pékin Express, entre autres, Koh-Lanta, encore plus, sont des adaptations qui n'ont rien à voir avec le format d'origine. Enfin, rien à voir. J'exagère, mais sur la durée, rien à voir. On a doublé le temps. Donc pour doubler le temps, on a dû créer des choses éditoriales, mais aussi des mécaniques supplémentaires. Et en France, on est super bon là-dedans. Je pense que très souvent, je prends l'exemple de Top Chef et de Koh-Lanta,
on devient vraiment des références au plan international. Très peu de gens arrivent à être aussi forts en édito que nous le sommes en France. Il y a vraiment des gens de talent qui arrivent à faire vivre les choses et donner beaucoup de suspense et du rythme à ces émissions-là. Donc l'adaptation, c'est un truc formidable. Honnêtement, moi, je pense que je préfère parce que c'est plus facile et que, en général, c'est un bon indicateur de réussite. Quand ça a marché dans quelques pays, il y a des chances que ça fonctionne. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai fait une émission il y a quelques années que j'ai adoré faire. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, sur TF1, la dernière version, qui fonctionne depuis 14 ans, je pense, en Angleterre, probablement autant en Australie. C'est des blockbusters mondiaux. Et nous, on l'a fait pour la deuxième fois en 15 ans. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Pas facile. Pour moi, ce qui explique le succès des jeux télé, je dirais que c'est la force des candidats. Je pense que c'est la force du casting. C'est ça qui fait que quand il y a des bons candidats, l'émission sera bonne de toute façon. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est pas mon travail, mais je trouve que c'est la base de tout. Et après, la force du format, c'est aussi de pouvoir surprendre le téléspectateur. Je pense que c'est aussi ça. De pouvoir l'amener vers des endroits où il ne s'attend pas, de le questionner, d'être dans l'inattendu, en fait. Je pense qu'un bon jeu est avant tout une bonne mécanique. Si tu as une bonne mécanique, si elle est simple, lisible, facile à suivre, qu'elle crée des rebondissements, des enjeux, et dans lequel tu peux injecter de l'humour, ça marchera toujours. Mais ce que je viens de dire là, c'est extrêmement dur à faire, sachant que beaucoup de choses ont été faites. Et les auteurs de jeux se prennent le chou pour arriver encore à nous surprendre avec, je pense, une mayonnaise qui doit ressembler à celle-ci. Je suis pas créateur de jeux, donc j'aurais du mal à être certain de ce que je vais vous dire, mais la mécanique, c'est tout, quoi. Après, évidemment que tu rajoutes des artifices. L'animateur qui est essentiel, le décor, la réalisation, la lumière, bien sûr. Mais sans une bonne mécanique, t'as pas de bon jeu. Je dirais que dans ce genre d'émission, la mécanique est importante parce que c'est ce qui fait que le téléspectateur trouve ses repères. Mais il faut de l'imprévu, il faut du suspense, il faut de la nouveauté en permanence pour que les gens se lassent pas. Mais il faut aussi pas tomber dans une routine. Donc c'est ça qui est difficile, c'est trouver l'équilibre entre le format qui est rassurant, le carcan qui est rassurant pour le téléspectateur parce qu'il trouve des repères, et en même temps de garder une part d'inconnu, de suspense qui fait que le téléspectateur va revenir toutes les semaines ou en tout cas va rester aussi pendant toute l'émission parce qu'il peut se passer quelque chose d'imprévu. Je ne sais pas si c'est la fiction qui influe sur le flux ou si c'est le flux qui influe sur la fiction. Phrase pas facile à dire, mais je l'ai dite quand même. Je pense qu'en revanche, la question de la narration en général se pose beaucoup plus dans tous les supports. Parce que, en fait, aujourd'hui, avec le digital, il y a des formats courts, il y a une telle multiplicité des supports que je crois que la narration, il y a une compétition de la narration. C'est-à-dire plus la narration est faible, moins les gens sont intéressés. Donc de ce point de vue-là, oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand il y a une création de jeu, on se pose la question de l'histoire du jeu. C'est quoi l'histoire du jeu ? C'est pas simplement des candidats qui répondent à des mécaniques, c'est pas simplement des candidats qui viennent pour jouer, pour gagner quelque chose, mais ça fait appel à ça doit faire un peu appel à des ressorts un peu humains. Est-ce qu'ils sont dans le dépassement de quelque chose, etc. par exemple. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a plus de questions sur la narration en général. Je pense que la fiction influence quand même les jeux télé, la réalisation des jeux télé, parce que avec la fiction, les gens ont été habitués à avoir une image assez léchée, même sur les fictions. L'image est quand même bien travaillée. Je pense que nous, en tant que réalisateurs de jeux, on a dû s'adapter aussi et essayer de faire une image le plus travaillée possible. Quand même, on ne se contente plus de capter seulement l'image et de capter seulement ce qui se passe. Il faut quand même qu'on ait une vraie réflexion esthétique quand même quand on tourne. Et ça passe par des choix de caméra, des choix techniques, des choix de lumière, encore une fois, de décors, de façon de filmer, de choses comme ça. Tristan, Francis et Stéphane sont des réalisateurs majeurs du paysage audiovisuel français, le célèbre PAF. Avec passion, ils métamorphosent les œuvres des auteurs de jeux. Ils les rendent immédiatement tangibles et magistrales. Ils influencent, chacun à sa manière, les histoires incroyables qui nous sont contées.
qu'ils adaptent un format venu d'ailleurs ou qu'ils participent à la création d'une nouvelle œuvre hexagonale, les réalisateurs sont les garants du récit qui sera donné à voir et à entendre aux téléspectateurs. Au même titre que leurs confrères du cinéma, ils ont le pouvoir de nous émouvoir, de nous tenir en haleine, de nous faire rire aux larmes. Avant de partir, une petite info. Nous allons les retrouver dans un prochain podcast. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est mon dernier mot.